Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Septembre 1933, un fringant jeune homme débarque à Paris. Il vient de quitter sa paisible ville de Lons-le-Saunier dans le Jura. Il a quitté la maison familiale, il a quitté l'usine de stylos de son père. Il a 26 ans, il s'appelle Paul-Émile Victor. Il arrive à Paris pour suivre des études, seulement voilà, il ne sait pas encore exactement quelles études il va suivre. Il y a quand même un indice puisque dans son studio près du jardin du Luxembourg, il a punaisé au mur 2 photos de Polynésie, des photos qui déjà l'ont suivi pendant son service militaire dans la marine. Il a aussi grandi en lisant Jules Verne, en lisant Jack London et tous les reportages possibles de l'illustration. C'est une sorte de voyageur par la pensée. Alors, quand son oncle parisien, Joseph Kergomar, lui présente le programme des universités, il ne met pas très longtemps à choisir, pour tout vous dire. Ça lui paraît même assez évident de choisir l'ethnographie, grande discipline à la mode à cette époque-là, au début des années 1930. Le voilà donc au Collège de France, écoutant religieusement Marcel Mauss, écoutant Lucien Lévy-Bruhl, au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui deviendra le musée de l'Homme. Il ne rate aucune conférence, Paul-Émile, aucune exposition, et pourtant, il y a quand même une forme de frustration dans tout cela. Il reste un petit peu sur sa faim parce que ce dont il rêve, lui, ce sont les grands horizons. Hélas, tout a déjà été exploré, se dit-il. Tout, il n'y a plus de blanc sur les cartes. Enfin, quand même restent les pôles. Et justement, dans ces années 1930, il y a un Français qui a pris l'habitude de sillonner les pôles sans relâche, et ce depuis des années. C'est le commandant Charcot, bien sûr, qui voyage à bord de son 3-mâts vapeur. Le pourquoi pas, j'ai eu l'occasion de vous raconter ça déjà. Eh bien, le jeune Paul va prendre sa plume. Je vous ai dit que son père était un fabricant de stylos, donc ce ne sont pas les plumes qui lui manquent. Et au culot, il va écrire au commandant pour lui demander de l'embarquer dans sa prochaine campagne au Groenland. Charcot lui fixe rendez-vous dans 1 mois, ça fait juste le délai nécessaire pour s'informer, pour se mettre au courant, et Paul dévore tous les livres qu'il trouve sur le Groenland. Pour justifier mon embarquement éventuel à bord du Pourquoi pas, il me fallait un bagage sérieux, racontera-t-il dans La Mansarde, l'ouvrage qu'il fait paraître en 1981. Une voix monte en moi, dira-t-il. Je l'entends partout, chez moi, dans la rue, dans mon sommeil, et elle dit, cette voix, 1 an, rester 1 an, il faut rester 1 an. Et quand il rencontre donc le commandant Charcot, le jeune homme se lance dans une sorte d'exposé exalté pour justifier son projet. Une exploration d'1 année complète à Ammassalik, c'est-à-dire sur la côte est du Groenland, alors qu'on a bien sûr toujours l'habitude d'aller du côté de l'ouest. Là-bas, sur la côte est, où vit un peuple d'Esquimaux encore méconnu, les Ammasalimniuts. Un silence, le commandant Charcot a l'air de réfléchir et puis lui dit... Entendu, mon petit, je vous emmène. Paul va se démener comme un diable. En quelques mois, il met sur pied son expédition. Il va trouver les financements, trouver le matériel, obtenir les autorisations, etc. Il s'entoure de 3 amis. Le géologue Michel Pérez, le médecin Robert Gessin et le cinéaste Fred Matter. Le 25 août 1934, Charcot et le Pourquoi pas va déposer les 4 amis à Ammassalik, un tout petit village donc au bord d'un grand fjord. On s'installe dans une cabane qui a été prêtée par les Danois. Il va falloir passer là tout l'hiver polaire. Et Paul découvre à cette occasion la personnalité profonde de ses camarades. Il y en a un qui est un peu susceptible, l'autre un petit peu cossard, le troisième beaucoup trop désorganisé à son goût. Et puis surtout, Paul se découvre lui-même. Je commence à douter de mes capacités d'organisation, de décideur, de psychologue et même de bon camarade, dit-il. Je suis maladroit, cassant, parfois pleurnichard, inquiet et hésitant quand je devrais me montrer sûr et confiant.
Mais les 4 du Groenland, comme ils vont finir par s'appeler eux-mêmes, les 4 du Groenland se lancent dans les observations géographiques, anthropologiques, ethnographiques auxquelles ils s'étaient préparés. Ils vont travailler sur ces 800 Amasalimyut qui peuplent le district, sur ce peuple qu'il faut découvrir. Ils dégustent avec eux la viande de phoque et de requin, et les algues aussi. Et Paul apprend la langue, il devient un moucheur, c'est-à-dire un conducteur de traîneau à chien, le seul moyen de locomotion dans la région bien entendu. L'hiver les immobilise dans leur maison de bois. Heureusement, Paul-Émile a également rencontré une jeune femme, Doumilia, elle a 18 ans et toujours le sourire aux lèvres. C'est elle qui va l'initier davantage à sa culture. Elle et sa famille surnomment le jeune Français Vitou. Vitou pour Victor, bien entendu. Vitou enregistre 250 chants sur 60 disques vinyles. Il retranscrit 800 poèmes. Il prend des notes sur tout le temps et il dessine. Il faut vous dire qu'il dessine particulièrement bien. Dans un très beau livre illustré, un livre paru aux éditions Paulsen qui s'appelle Paul-Émile Victor, le rêve et l'action, sa fille Daphné Victor et Paul Dugast ont reproduit les croquis pleins de vie, pleins de poésie de l'explorateur. Il fait aussi l'apprentissage du froid, de la glace, des gelures, de la faim, des vertiges, des frissons ou des coliques, ainsi que de la grande fatigue physique ou morale, nous dit Daphné Victor. Enfin revient le printemps, enfin revient le soleil, le champ d'exploration s'élargit jusqu'à la fin d'août 1935. Charcot et le pourquoi pas vont pouvoir récupérer les 4 du Groenland. Alors là, maintenant, ils sont très chargés. Ils ont des caisses et des caisses de notes et de croquis, 3300 objets qu'ils vont livrer au musée du Trocadéro. Paul aura parcouru en tout 2000 km à traîneau, 700 km en bateau, visité 22 campements et interrogé 875 habitants. Un travail pharaonique, une véritable grande enquête ethnographique. Grand reportage, illustré de photos dans France Soir. Et oui, parce qu'on va tirer, bien entendu, un certain nombre d'éléments pour le public de ces travaux très poussés, très approfondis. Le reportage de France Soir est titré « 12 mois sur la banquise ». Paul-Émile Victor monte une grande exposition au rond-point des Champs-Élysées, mais surtout, il va donner une conférence salle Pleyel, conférence sous le haut patronage du commandant Charcot, succès retentissant. Il gagne immédiatement la reconnaissance de ses pairs et celle du tout Paris et celle du grand public. Dans la foulée, il lance une souscription pour financer une nouvelle exposition, car Paul-Émile Victor a seulement 28 ans. Il veut lancer une autre expédition maintenant, l'Appel du Nord. Il l'a chevillé au corps. Vous écoutez Radio Classique. Alors Paul-Émile Victor va imaginer un exploit plus sportif avec ses 2 compagnons, Michel Pérez et Robert Gessin toujours. Ils veulent cette fois aller débarquer sur la côte ouest du Groenland et rejoindre Ammassalik sur la côte est en traversant carrément le Groenland d'ouest en est. Le tout en traîneau à chien. Un parcours de 830 km sur la calotte glaciaire, ce qu'on appelle l'Inland 6, à 3000 mètres d'altitude. Ce sera l'expédition française Trans-Groenland 1936, avec pour objectif d'étudier cette fameuse calotte glaciaire, bien entendu. Un Danois va rejoindre les 3 autres, il s'appelle Egil Knut. Le 23 mai 1936, 4 traîneaux s'élancent à la suite sur le blanc infini, chacun tiré par 8 chiens et portant 500 kilos de matériel et de vivres. Pour seul moyen d'orientation, le soleil et la boussole. C'est un petit peu comme si on était en pleine mer, en fait. Immédiatement, nos 4 amis sont plongés dans un enfer glacé, défilé de tempêtes avec un blizzard à moins 30 degrés. Ils progressent avec la lenteur d'escargots pendant 12 à 15 heures par jour. Et au bout d'une semaine, ils se demandent s'ils arriveront à sortir de cette espèce d'enfer blanc. Si j'ose dire, dans cet enfer blanc, ils broient du noir. À quoi bon continuer, écrit Paul. Recommencer demain, après-demain, tous les jours jusqu'à la nuit des temps. Pourquoi ce désert de neige et de glace sans ciel, sans horizon, sans espoir? Pourquoi aurait-il une fin?
Au bout d'un mois, la vérité c'est qu'ils n'ont parcouru qu'un tiers du trajet prévu. Ils vont devoir s'alléger, ils vont devoir se débarrasser d'une partie du matériel et même tuer les chiens dont ils n'ont plus besoin. Paul souffre à nouveau du froid, il est atteint de dysenterie, et puis alors, et ça c'est sans doute très psychologique, est victime de terribles migraines ophtalmiques. Vraiment, les explorateurs sont à bout de force, ils ne tiendront plus très longtemps. Heureusement, le 20 juin, le rideau blanc se déchire, premier rayon de soleil depuis 29 jours, et puis ça y est, c'est le ciel bleu, le ciel pur, la chaleur, et enfin, ils ont l'impression de voir le bout du tunnel. Bientôt, ils vont entamer la redescente du plateau glaciaire vers la côte est, cette fois, puisqu'ils ont complètement traversé cette calotte glaciaire, c'était leur destination. Ils arrivent le 11 juillet 1936, 49 jours après le départ. Ils arrivent épuisés dans une cabane isolée nommée Base Hut, où ils vont pouvoir enfin se restaurer normalement et dormir à volonté. Ils sont épuisés, mais cette expédition les a transformés. Paul-Émile Victor a maintenant le sentiment d'appartenir un petit peu à cette terre de glace, si l'on peut dire. D'ailleurs, son projet ne va pas s'arrêter là. Il a bien l'intention d'hiverner une seconde fois, cette fois sur la côte est, avec Doumidia, cette jeune esquimau qu'il avait rencontrée l'année d'avant, et avec la famille de Doumidia. Il y a là 5 femmes, 4 hommes et 16 enfants, auxquels il faudrait ajouter, parce qu'ils font partie de la famille, 15 chiens. Alors que ses compagnons d'aventure rentrent à Paris, Paul-Émile Victor va donc rester comme ça, en immersion totale dans cette population. C'est exactement ce qu'enseignait l'anthropologue Marcel Mauss au Collège de France, l'immersion. La famille de Doumidia installera cette année son campement à 250 km au nord d'Ammassalik, à Kangerlussuaq, ce qui veut dire pas tout à fait grand fjord. C'est le commandant Charcot qui les emmène tous à bord du Pourquoi pas sur ce lieu d'hivernage, avant de lui-même reprendre la mer pour la France, parce que lui, il continue ses trajets. Et Paul et sa famille d'adoption vont dresser la grande tente commune, et puis la hutte moyenne demi-enterrée qui va servir vraiment pendant l'hiver. Les murs sont fabriqués avec des mottes de terre, le toit est fait de poutres de bois flotté, et sur ce toit, on a seulement quelques branches, des plaques d'herbe, mais bientôt aussi, il y a le manteau neigeux et qui, paradoxalement, sert d'isolant, vous savez. À l'intérieur, 7 feux sans cheminée pour se chauffer, pour cuisiner, et puis bien sûr aussi pour s'éclairer. Il va falloir s'éclairer, évidemment, on entre dans la nuit, là. Adossé à cette hutte moyenne, Paul va fabriquer sa propre cabane, en tout cas quand je dis sa propre cabane, pour Doumidia et pour lui, avec sa table de travail et sa fenêtre qui donne sur le fjord. Au mur, il punaise toujours les fameuses photos de Polynésie, comme il le faisait à Paris et comme il l'avait fait pendant son service. Le matin, il chasse avec les hommes, il se baigne avec les enfants, il écrit l'après-midi, il rêvasse. C'est toute sa vie, toujours partagée entre la suractivité d'un côté et la contemplation, car évidemment qu'il est le grand contemplatif, Paul-Émile Victor. Le dimanche est jour de prière, avec un grand repas au menu viande fraîche ou viande faisandée, nageoire de phoque confite dans l'huile rance, un peu notre confit de canard, paraît-il. Bon, je veux bien le croire. C'est octobre qui arrive et c'est l'hiver qui s'installe. Dans cette vie confinée avec les Amassalimutes, Vitou, comme l'appelle la famille, c'est toujours son surnom, Vitou en apprend davantage sur la spiritualité de ce peuple, sur les techniques qu'il a développées depuis longtemps pour découper l'ours ou le narval, pour travailler la peau de phoque. Il note toutes les recettes de cuisine, 75 rien que pour le phoque. Il relève 29 jeux de ficelle différents pour passer le temps. Il recueille 200 nouveaux contes. La nuit, quand le ciel le permet, il regarde les étoiles. L'étoile polaire est le seul point fixe autour de moi, dit-il. En 24 heures, toutes les étoiles décrivent un cercle complet autour de moi. À la fin de l'hiver, la nourriture commence à manquer, la faim tiraille les estomacs. Les anciens lui racontent alors la grande famine des hivers 1882 et 83, famine qui a décimé les plus faibles de ses habitants. Paul-Émile Victor écrira plus tard un livre sur cette histoire, La Grande Faim. Mais cette année 1937, le printemps est à l'heure.
Paul et les hommes vont pouvoir repartir à la chasse. Un jour, les chiens du traîneau de Paul se lancent à la poursuite d'un ours et l'ours va se retourner et contre-attaquer et se ruer sur le traîneau. Paul a juste le temps de se laisser tomber, de rouler dans la neige. Un coup de feu retentit. C'est un oncle de Doumidia qui vient d'abattre l'animal. Notre explorateur, on peut le dire, en sera quitte pour la frousse de sa vie et de retour à la hutte, il médite. Parmi mes semblables, je me croyais un autre, écrit-il, mais parmi les Esquimaux, je me sentais un des leurs. Franck Ferrand sur Radio Classique. Avant de quitter les Amasalimyut, Paul-Émile Victor tient à visiter un maximum de campements. Seulement un jour, il est pris de douleur, le souffle manque, il crache du sang, c'est le scorbut. Il doit rentrer à Ammassalik pour se faire soigner. Et c'est là qu'une habitante lui apprend la terrible nouvelle. Et oui, vous le savez, je vous le racontais l'autre jour, Charcot et tout son équipage ont péri en mer dans le naufrage du Pourquoi pas, le long des côtes islandaises. Le naufrage a eu lieu pas longtemps du tout après qu'ils avaient déposé Paul sur son lieu d'hivernage. Paul-Émile Victor rentre au campement complètement accablé, surtout que la fin du séjour approche. Le 17 août 1937, Doumidia serre Vitou dans ses bras. « Vitou, tu sais, c'est fini. » Eh oui. Vitou rentre à Paris. À Paris, il va redevenir Paul-Émile Victor. Il indexe toutes les informations recueillies qu'il va exploiter. Il rédige des articles sur ces Amasalimyut. Il publie chez Grasset 2 récits d'aventure, Boréal, la joie dans la nuit et Banquise, le jour sans ombre. 2 succès de librairie. À l'époque, il devient vraiment une gloire. Il reçoit la médaille d'or de la Société de géographie. Il est aussi chargé de mission maintenant au Groenland. En un mot, c'est un début de grande carrière. Et déjà, il imagine sa nouvelle expédition qui serait de suivre le cercle polaire arctique et de visiter toutes les populations qui vivent sur cette ligne. Il se lance aussi dans le cinéma. Il va devenir conseiller scientifique pour un film d'aventure, La Loi du Nord, avec Michel Morgan et Jacques Terran. Le tournage l'emmène en Laponie, au nord de la Suède, et bien sûr, il se prend de passion pour ce peuple lapon. Il a ça dans la peau, qu'est-ce que vous voulez? Et d'ailleurs, il se promet de revenir hiverner parmi ces gens-là. Seulement, soudain, tout s'arrête puisque il reçoit un télégramme du ministère de la Guerre le 18 avril 1939. Il va être mobilisé et un an plus tard, vous savez que c'est l'armistice. À ce moment-là, il décide de s'exiler aux États-Unis, de s'engager dans l'armée américaine. Et d'ailleurs, il y restera jusqu'en 1946. Après la guerre, il se marie avec une Française, Éliane Decrès. Il va reprendre aussitôt ses projets là où il les avait laissés. Il monte les expéditions polaires françaises, mission Paul-Émile Victor, qui vont devenir une véritable institution. Et sa fille Daphné, qui nous propose ce beau livre, d'ailleurs avec Stéphane Dugast, que j'ai rebaptisé Paul tout à l'heure, comme Paul-Émile Victor. Daphné écrit: d'aventurier polaire à l'ancienne, utilisant des traîneaux à chiens pour des expéditions mini-format à des fins ethnographiques ou sportives, il est devenu un entrepreneur d'expéditions polaires scientifiques et mécanisées. Les missions Paul-Émile Victor exploreront les pôles pendant encore 30 ans jusqu'en 1976. PEV, comme on l'appelle dans les milieux scientifiques, passera le relais à 70 ans pour aller s'installer, vous le savez, en Polynésie et se consacrer à la défense de la planète. En 1986, toutes les archives de Paul-Émile Victor sur ses 2 premières expéditions au Groenland vont refaire surface miraculeusement. Elles avaient été oubliées dans le grenier du médecin Robert Gessin, qui avait accompagné donc Paul-Émile Victor, et avec l'aide de l'anthropologue Joël Robert Lamblin et de l'ethnologue Catherine Etel, Paul-Émile Victor va publier La civilisation du phoque. Il a 82 ans à l'époque, 2 tomes sur ces chers Esquimaux d'Ammassalik. C'est à la fois un retour et un aboutissement pour cette vie de chercheur. Il s'éteindra, Paul-Émile Victor, à Bora Bora en 1995, à 87 ans, laissant une œuvre immense, plus de 60 ouvrages, une œuvre empreinte de curiosité insatiable et d'un insatiable humanisme. Selon ses dernières volontés, son corps sera immergé dans le Pacifique. Les vieux aventuriers ne meurent pas, disait-il. Ils disparaissent, ils s'évanouissent. Vous écoutez Radio Classique.